Ça, c'était le triangle d'origine. Il était un peu compliqué comme ça. Alors très vite, les gens ont supprimé les lignes avec les flèches. Et là, c'est le persécuteur, le sauveur et la victime. Et dans une situation classique, le criminel en a après un innocent. Et c'est là que le policier le protège et le secourt. Il y a différents jeux que les gens pratiquent. Par exemple, il y a le jeu de « moi j'essaie juste de t'aider ». La victime dit au sauveur « tu es la seule personne au monde qui puisse m'aider ». Et le sauveur répond « ah oui, tu as tellement de potentiel, je vais t'aider ». C'est là que subitement, la victime devient persécuteur et le sauveur devient victime. Alors la victime dit « de toute façon, t'es nul et je vais te faire poursuivre en justice pour ce que tu as fait ». Mais au départ, il y avait toutes les lignes et les flèches sur le triangle, et le triangle était chargé et compliqué. Parce que je travaillais sur le triangle en griffonnant des tas de notes sur des brouillons. À propos du sport, combien de fois les gens dans le sport changent de rôle? Mais très vite, il a été simplifié comme ce triangle-là, le triangle dramatique. Eric Berne l'a appelé le triangle de Karpman. Dans le domaine de la chirurgie, il y a un endroit où on va opérer l'appendice, et qui s'appelle le triangle d'Hasselbach. Et du coup, il a appelé ça le triangle de Karpman, et c'est resté. Le triangle, c'était mon bébé, donc c'était ma responsabilité de travailler dessus et de le développer. Alors la première chose que je devais faire, c'était de clarifier cette histoire de transactions et de lignes fléchées. Comme avec la victime qui dit au sauveur « tu es le seul à pouvoir me sauver ». Et le sauveur répond. Alors il a fallu que je dessine les permutations à l'extérieur du triangle. Il fallait que je rende ça clair. Alors j'ai dessiné les permutations à l'extérieur, et c'est la première fois que j'ajoutais quelque chose au triangle, seulement pour clarifier les choses. Et toujours au tout début, j'ai pensé à un triangle avec aux angles de l'énergie. Vous pouviez avoir de l'énergie positive ou négative à chaque angle. Et je l'ai appelé le triangle OK. Il y a eu d'autres personnes qui ont rédigé des variantes là-dessus. L'étape suivante après ça a été d'utiliser ce que j'appelle la règle des 10%. À chaque fois que vous êtes persécuteur, il y a au moins 10% de bon dans ce que vous faites. Et pareil pour victime. Il y a 10% de bon. Et là, persécuteur, peut-être que vous étiez dans une posture où vous deviez être agressif. Donc il y a au moins 10% de bon derrière chaque rôle dans le triangle. C'est une protection pour éviter que les gens soient uniquement labellisés persécuteurs, victimes ou sauveurs. Ce que j'ai fait ensuite, c'est ce que j'ai appelé le triangle de la compassion. C'est une étape majeure et pour moi, j'ai toujours mis au milieu un signe plus. Je suis sûr que pour les plus religieux d'entre nous, certains prolongeraient ce trait juste un peu. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez de la compassion pour quelqu'un dans un jeu, vous devez avoir conscience que les trois rôles sont impliqués en même temps. C'est ce qui signifie qu'il y a une façon tridimensionnelle de considérer les jeux, et que si vous ne voyez quelqu'un que comme un persécuteur, vous allez vraiment passer à côté de la richesse de ce qui est en train de se jouer. Donc la façon dont je dessine le triangle, c'est que je mets entre parenthèses les aspects des rôles que l'on perçoit moins, qu'on ne voit pas. Un exemple dans le boulot. Il y a le boss qui hurle après son assistante qui se trompe ou qui ne fait pas bien son travail, mais en secret, il est un sauveur parce qu'il pourrait la renvoyer, ou il est un sauveur parce qu'il ne le fait pas. Ou encore parce qu'il essaie de lui apprendre ce qu'est l'excellence dans le travail. En même temps, il est une victime, parce que si la production est mauvaise, c'est lui qui peut se faire renvoyer. Du coup, en hurlant après elle, ou en atteignant le point où il se mettait à hurler, à l'engueuler, il finit par avoir l'air désagréable aux yeux des autres.
Par conséquent, à chaque fois que quelqu'un joue un rôle dans le triangle, en réalité, il joue secrètement tous les rôles. Voyons un peu ce qui se passe dans la famille de l'alcoolique avec le codépendant. En secret, le codépendant est toujours en train d'aider ou de couvrir l'alcoolique pour que personne ne remarque ce qui se passe, allant même jusqu'à acheter de l'alcool pour l'alcoolique. En secret, le codépendant est également persécuteur, parce que c'est celui qui alimente, qui entretient le jeu. Et c'est aussi secrètement une victime, parce qu'il ou elle est coincé dans cette situation, qu'il ou elle ne quittera pas à cause des compensations qu'elle a et qu'elle ne peut pas quitter. Et donc dans les livres de psychologie, vous avez habituellement un patient identifié dans une famille avec des dysfonctionnements. Et là, vous vous demandez comment ce patient identifié peut être un sauveur ou un persécuteur. Eh bien, ce fameux patient sert de paratonnerre sur lequel se déversent les colères de tout le monde. Et là, c'est une victime. Et c'est ça qui maintient la famille ensemble. Les parents ne se séparent pas, ils ne partent pas, tout ça parce qu'ils ont un bouc émissaire. Cependant, en secret, ce patient identifié, comme tel, est aussi un persécuteur parce que, quoi que vous essayez d'arranger dans cette famille qui va mal, le patient peut faire en sorte que ça soit de pire en pire et faire tourner tout le monde en bourrique. Personne n'y peut rien. Quelquefois, je fais aussi un triangle comme ça, comme un iceberg. Vous pourriez voir quelqu'un uniquement dans le rôle de persécuteur, mais ne pas voir qu'en dessous de la surface, il y a aussi un sauveur et une victime dans la situation. Donc si l'homme dit à la femme, je voudrais que tu changes quelques trucs, et elle revient vers lui comme s'il était un persécuteur et lui dit, arrête de m'agresser, pourquoi tu es toujours en train de me dire ce que j'ai à faire? Elle ne distingue pas le rôle de victime qu'il a par rapport à elle, et qu'il y a réellement un problème. Et secrètement, c'est aussi un sauveur, parce que si elle change quelques bricoles, il sera plus heureux. Elle aussi, et leur relation n'en sera que meilleure. En fait, il y a beaucoup de variantes du triangle que j'ai explorées. Alors maintenant, si quelqu'un s'y essaie avec l'injonction « ne pense pas », si quelqu'un essaie d'aller à l'encontre de la raison, il irait à l'intérieur du triangle. Et il y aurait de l'auto-sabotage. Et alors il dirait, je ne peux pas y arriver, je vais m'en prendre plein la figure. Ou bien il rentrerait dans du défaitisme et dirait, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas bon, je n'ai rien de bien. Ce qui décourage également vos tentatives d'en discuter avec lui. Ou encore, il peut rentrer dans un sauveur interne. Et ce serait alors de l'abnégation négative. Il dirait, c'est de sa faute, il n'aurait pas dû me dire que c'était moi le problème. En fait, lorsque quelqu'un entre dans ses propres émotions à l'intérieur du triangle, cela a pour effet d'interrompre la réflexion, la résolution du problème. C'est ce qui m'amène à une autre version du triangle. Cela revient à observer un triangle interne pendant que les jeux se produisent. Du coup, il y a un persécuteur interne, un sauveur interne et une victime interne. Par conséquent, les jeux se déroulent à un niveau social, à l'extérieur du triangle. Alors qu'à l'intérieur, il y a un niveau psychologique. Ce qui fait qu'une personne peut jouer un jeu extérieur, alors que quelque chose de totalement différent peut se produire à l'intérieur. Tout peut être complètement différent à l'intérieur, ou bien alors, ce qui se passe à l'extérieur peut aussi être identique à ce qui se passe à l'intérieur. Toutes sortes de combinaisons sont possibles.
En plus, ce qui est dit à l'extérieur, socialement, se produit en dehors du triangle. Mais ce qui n'est pas dit, ce qui se passe à l'intérieur du triangle, c'est le non-dit. Ce qui veut dire qu'une personne peut avoir des choses à l'intérieur dont elle ne parle pas, ce qui peut soit aggraver le jeu, soit l'améliorer. Elle n'a pas la possibilité de dire ce qu'elle pense pour faire que les choses s'arrangent. Elle n'a pas non plus la possibilité d'envenimer la situation en étant vraiment méchante, en disant des choses désagréables. Bien sûr, de la façon dont le triangle se présente, vous mettez ici vos plus et vos moins, les j'ai de la valeur ou pas de valeur, qu'on utilise pour les rôles dans les jeux, exactement comme les états du moi, qui peuvent être utilisés de façon positive ou négative. Donc cela peut se définir comme un triangle interne, dans lequel, lorsque vous avez besoin de parler à quelqu'un, et que vous êtes vraiment conscient, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tous ces différents niveaux. Vous rendre compte que même si une personne arrive avec un mauvais persécuteur, vous êtes capable d'identifier qu'il y a une part positive dans les choses fortes et agressives que la personne est en train de faire. Même chose avec le sauveur, il peut y avoir quelque chose de très bienveillant dans ce que fait la personne, même si elle fait une sorte de sauvetage négatif en utilisant des drivers ou des scénarios d'échecs. Également, en tant que victime, il y a de la vulnérabilité positive. Donc il y a des victimes OK qui vont résorber l'énergie négative des autres et montrer que personne ne peut gagner. À l'intérieur, vous avez les mêmes combinaisons. Le sauveur interne, dont l'énergie positive pourrait être de promouvoir sa santé, prendre soin de son corps, prendre soin de soi pour s'assurer que ce qui va en ressortir soit OK avec ce qui se passe à l'extérieur. Pour le sauveur négatif, en général, ce serait de l'abnégation négative. L'énergie positive du côté du persécuteur serait une impression de puissance, de l'autodiscipline, du sens dans vos croyances, tenir à vos convictions. Et bien sûr, l'énergie négative serait l'autosabotage et se rabaisser à s'affliger des noms comme paresseux, dingue, idiot, mauvais, bon à rien. Et vieux. Celui-là, je l'ai rajouté quelques années après. Le positif pour le coin de la victime, c'est que vous êtes en lien avec vos émotions, vous acceptez vos émotions. Et dans la zone négative, vous vous noyez dans vos raquettes et les autres trucs comme ça. J'ai été encore un pas plus loin dans le triangle. Il restait un petit endroit là, qui n'était pas encore rempli. Alors je suis allé au niveau moléculaire. J'ai appelé ça le triangle cellulaire. Et à ce stade, il n'y a plus de place. Alors généralement, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance pour me dire que au milieu, c'est l'âme. Alors, ce qui se produit avec les cellules, comme la cellule de sérotonine par exemple, qui produit des enzymes, appelées productrices, les émetteurs, et il y a les récepteurs. Les cellules, ici on parle de cellules, les transactions sont chimiques. Dans une cellule fabricante, au niveau moléculaire, organique, qui fabrique pour la cellule de sérotonine, la substance pour la cellule réceptrice, qui elle la prend. Et bien sûr, il faut un contrôle inhibiteur. Et ça, c'est la cellule oxydatrice. Car lorsqu'il y a trop ou pas assez de sérotonine, on peut attaquer la cellule qui produit trop, ou encore bloquer le récepteur.
La sérotonine, elle est ainsi régulée par le système. Et c'est pour ça que ça s'appelle un SSRI, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine sélective. Alors ben moi je vois en ce moment à la télévision, depuis Einstein, qui a popularisé une vision unifiée de l'univers avec le chaos et la gravité et tout ça, ben moi je me plais à considérer ceci comme la théorie unifiée en psychologie, puisqu'on part du niveau cellulaire jusqu'au niveau des transactions. Et c'est là, jusque-là, que je suis allé avec le triangle.